toujours dans le cadre du cours sur la connaissance, on commence un nouveau chapitre. Après la circulation et la production des connaissances, on va voir cette fois l'utilisation des connaissances comme enjeu politique et géopolitique. Puisque le contrôle des connaissances devient un enjeu important pour les États, aussi bien un enjeu économique et technologique qui sont des éléments clés aujourd'hui dans la compétition que les États se livrent entre eux. Mais aussi en matière de renseignement sur les actions potentielles des ennemis, des partenaires et des alliés que l'on espionne tout autant allègrement. Et pour cela, on va donc voir dans ce chapitre dans quelle mesure la connaissance est-elle un enjeu entre les puissances à échelle mondiale, en voyant dans une première partie qui est l'objet de ce cours que je vous enregistre, le renseignement au service de l'État, en commençant par un cours général sur le fonctionnement des services de renseignement comme enjeu clé de la géopolitique et de la science politique contemporaine. Alors, rapidement, puisqu'on en a déjà parlé en cours, la maîtrise du renseignement est un enjeu majeur de la prise des décisions et des stratégies des États. Les États doivent prendre des décisions, doivent élaborer des stratégies, et pour cela, il leur faut des renseignements. Dont la première catégorie, qui est à la fois le titre de la sous-partie et une définition, c'est l'intelligence économique, c'est-à-dire la collecte et le traitement des informations à destination des acteurs économiques. Celle-ci, elle est particulièrement pratiquée par les États qui aspirent à avoir une influence ou un leadership dans certains domaines. Et elle peut prendre plusieurs formes. Tout d'abord, l'espionnage des activités économiques, qui permet d'obtenir des informations avantageuses sur la négociation de contrats, d'appels d'offres ou de partenariats que sont en train de conclure les concurrents. Exemple qui a fait école en France, en 1994, le Brésil passe un appel d'offres pour mettre en place un système de surveillance satellite de l'Amazonie pour lutter contre le déboisement illégal, qui en passe d'être remporté par l'électronicien français Thomson. Mais suite à la révélation d'appels téléphoniques entre Thomson et des officiels brésiliens, le contrat est dénoncé pour des tentatives de corruption au profit de l'américain Raytheon. Des journalistes britanniques ont enquêté en 2000 sur cette affaire et ont révélé que l'obtention de l'appel d'offres par les Américains, liée aux dénonciations de la corruption par les Français, est en réalité due, ou plutôt le fruit, de leur programme d'espionnage Échelon, qui est un programme d'échelonnage à l'échelle mondiale des communications, qui leur a permis d'intercepter et de rendre publique la corruption entre les entrepreneurs français et les officiels brésiliens. Et très certainement de surenchérir eux-mêmes en ciblant davantage leur propre corruption afin d'obtenir le contrat. Parce qu'il ne faut pas croire dans ces affaires-là que c'est les Européens qui corrompent les officiels des différents pays et que les Américains ils sont pour rien. Ils font pareil, mais quand les Européens sont plus efficaces ou plus pragmatiques, les Américains cherchent à compenser en dénonçant la corruption, ce qu'ils font jamais quand c'est leurs entreprises. Donc qu'est-ce que c'est que ce réseau échelon? C'est un réseau d'espionnage, des communications à l'échelle mondiale, qui nécessitait d'avoir des installations basées partout dans le monde. Et ils ont pu baser ces installations d'écoute, donc notamment des antennes, d'interception des communications, dans les Five Eyes, c'est-à-dire, les Five Eyes, c'est connu, il faut le connaître dans l'espionnage, c'est une alliance de coopération privilégiée entre les services secrets américains, britanniques, canadiens, australiens et néo-zélandais, qui continuent à coopérer entre eux depuis des accords secrets, les accords UQAS, conclus en 1946, du coup, suite à la Seconde Guerre mondiale, entre les services secrets américains et les différents services secrets de Sa Majesté, puisque le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande étaient à l'époque des dominions britanniques, et sont restés des services secrets de Sa Majesté. Donc il y a un partenariat privilégié entre cette alliance de services secrets qui coopèrent de manière privilégiée entre eux sans se faire trop de coups entre aides comme ils peuvent le faire avec des alliés, et qui a donné lieu au programme Échelon, qui est un réseau d'espionnage à l'échelle internationale avec des installations dans tous les pays, qui leur a permis aussi de le mettre au service de l'intelligence économique pour leurs entreprises afin de récupérer des contrats. Mais à côté de cet espionnage des activités économiques, on a aussi l'espionnage technologique ou industriel. Cette fois c'est simple, c'est des activités d'espionnage qui cherchent à récupérer les secrets technologiques dont on a parlé dans le chapitre précédent, les secrets technologiques d'un autre pays au profit de sa propre industrie. Que ce soit son industrie privée ou publique, ça dépend. Et celui-ci est de nos jours très pratiqué par la Chine, puisque on a de très nombreuses affaires de piratage d'informations et de données confidentielles d'entreprises occidentales,
qui se voient pirater leurs contrats, leurs clients, mais aussi tout un tas de données techniques. Piratage qui remonte souvent à des serveurs basés en Chine. On a aussi de nombreux cadres des entreprises occidentales ou scientifiques qui sont souvent invités à des congrès, tout frais payés, même moyennant rémunération en Chine, pendant lesquels on leur propose un partenariat privilégié contre des échanges d'informations. Enfin, les étudiants chinois, notamment dans les secteurs de haute technologie, qui sont très nombreux à l'étranger, il est de notoriété publique dans le milieu que ceux-ci n'ont pas totalement la main sur leur choix de thèse de recherche lorsqu'ils font des études longues à l'étranger et qui sont aidés dans leur orientation de recherche par les services secrets chinois qui, via leur famille restée au pays, les incitent à travailler plutôt dans la recherche dans tel ou tel secteur, en faisant des stages dans telle ou telle entreprise et avec tel ou tel maître de stage. Et ils sont bien sûr très 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 sérieusement invités à revenir un moment en Chine, ne serait-ce que pour les vacances, et y rédiger un rapport sur les recherches et leurs études qu'ils ont fait dans les entreprises de haute technologie occidentales. Néanmoins, avant de passer à la suite, il faut noter que cet espionnage technologique n'est pas la prérogative exclusive des États, puisque certaines grandes entreprises y ont elles-mêmes recours pour espionner les programmes de leurs concurrents. Et cela est particulièrement le cas dans le dernier cas d'intelligence économique, qui est le sabotage, la déstabilisation. Et là, c'est simple. Face à un concurrent qu'on estime gênant, déstabiliser le concurrent, c'est faire preuve d'une volonté de l'affaiblir par diverses méthodes, du piratage informatique commandité par des concurrents, qui peut chercher à détruire ses carnets d'adresses, détruire ses contrats, de sorte qu'il ne peut plus assurer ses commandes ou payer ses fournisseurs parce qu'il a perdu des données bancaires, parce qu'il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit à qui et qui lui doit quoi, et donc le pousser à la faillite. Mais ça peut prendre des formes plus sournoises, avec un exemple d'une affaire d'État très connue en France, qui est la vente en 2014 de la branche énergie d'Alstom à General Electric. C'est simple, à l'époque, les propriétaires d'Alstom avaient besoin de liquidités et voulaient vendre quelques actions de la branche énergétique d'Alstom. Et ils ont vu recevoir une offre très insistante de l'américain General Electric, qui, moyennant plus de 10 milliards de dollars, a proposé de racheter non pas quelques actions, mais toute la branche énergétique d'Alstom. Branche énergétique qui produit les fameuses turbines Arabelle, qui sont les turbines hydrauliques qui produisent l'électricité dans nos centrales nucléaires. Or, devant une certaine réticence, y compris du gouvernement qui devait donner son accord pour céder des entreprises liées à la souveraineté nationale, gouvernement à l'époque de François Hollande coordonné par le ministre des Finances ou de l'économie, je ne me souviens plus, qui était un certain Emmanuel Macron, il y avait des réticences. Or, afin de faciliter les négociations, on a vu de manière concomitante à cette vente l'arrestation aux États-Unis d'un des cadres d'Alstom pour corruption. Il était accusé d'avoir usé de corruption pour emporter un contrat en Indonésie au profit d'Alstom contre des concurrents américains, comme par hasard, encore un Européen accusé de corruption après que son entreprise ait remporté un contrat à l'étranger contre des Américains. Or, on lui a bien fait comprendre lors de sa détention que il était accusé autant pour une corruption qui d'ailleurs ne s'est même pas passée aux États-Unis, donc dont la législation américaine dessus est critiquable, que pour le fait qu'on avait besoin de lui pour des raisons politiques et que un juge lui aurait dit, d'après son témoignage, que ce juge était d'abord au service des États-Unis plus que de la justice. Il a écrit un livre sur la question. Et ce cadre, qui est donc compromettant pour Alstom, puisque peut les faire condamner à d'importantes amendes, dédommagements, révéler des secrets des affaires, ne fut libéré qu'en 2014, la semaine où le gouvernement français et son ministre des Finances de l'époque ont fini par approuver le rachat de la branche énergétique d'Alstom par le géant américain, donc General Electric. Petite déstabilisation afin d'inciter un concurrent étranger à faire une fusion-acquisition au profit d'une entreprise nationale américaine. Mais au-delà des aspects purement économiques et industriels, le renseignement est utile dans le cas des négociations, qu'elles soient diplomatiques comme industrielles, puisque lors des négociations de grands contrats ou de grands accords internationaux, l'obtention d'informations permet de faire des offres plus adaptées aux négociations. Comme par exemple en dénonçant la corruption de l'adversaire pour mieux s'aligner en ciblant les bonnes personnes à corrompre et en surenchérissant. Mais on va prendre un exemple diplomatique cette fois, très parlant, un peu ancien, qui est la conférence de Washington en 1922.
Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est après la Première Guerre mondiale, hein, comme la date l'indique, il y avait une petite course à l'armement naval entre les différentes puissances de l'époque. L'armement naval étant l'arme de destruction massive de l'époque vu les calibres des cuirassés, il y a eu une volonté, après une guerre très meurtrière et traumatisante, de limiter cette course à l'armement naval entre les différentes puissances post-Première Guerre mondiale. Et du coup, est organisée cette conférence de Washington pour négocier des quotas de tonnage et du nombre de bateaux, hein, notamment de porte-avions, moins que de cuirassés, euh, entre les différents pays, et donc de régler la course non pas par qui ira le plus loin dans sa production industrielle et qui payera le plus, mais simplement par des négociations. Or, il y a une rivalité entre les Américains et les Japonais déjà pour la construction d'une flotte puissante. Et les négociations ayant lieu aux États-Unis, les services de cryptographie, donc c'est-à-dire qui décodent les communications, les services de cryptographie américaines ont intercepté et déchiffré les lettres entre la délégation japonaise et le gouvernement japonais qui leur fixaient les objectifs minimums que les négociateurs japonais étaient autorisés à accepter. Et bien du coup, les négociateurs américains, sachant quelle était la marge de manœuvre des négociateurs en face, plutôt que d'essayer de négocier à tâtons, savaient à l'avance vers quelle limite négocier avec les Japonais pour obtenir les négociations les plus défavorables possibles aux Japonais. Donc les Japonais avaient un objectif, mais leur gouvernement leur avait dit qu'ils pouvaient commencer à accepter à partir de telles limitations. Et bien, les négociateurs américains ont ciblé dans le marchandage cette limitation plutôt que de marchander à l'aveugle, ce qui aurait permis aux Japonais de négocier quelque chose de plus avantageux pour eux. Chose qui a assez frustré les Japonais, augmenté les tensions entre Américains et Japonais entre les deux guerres mondiales. Et du coup, les négociations, c'est important, les informations, pardon, c'est important de négociation, mais aussi dans la lutte, et tout d'abord dans la lutte contre le terrorisme. Puisque le terrorisme utilise souvent des modes d'action qui relèvent de la guérilla, c'est-à-dire des insurgés qui sont dissimulés dans la population et dans la nature. Et donc pour les combattre, ça nécessite de les identifier leurs relais, leur lieu d'approvisionnement, leur cache d'armes. Et pour ça, les armées régulières qui font face à des groupes terroristes ou de la guérilla ont recours à la rémunération d'informateurs au sein des populations ou à la torture pour les faire parler, hein, comme c'est souvent le cas dans les guerres d'occupation ou dans les guerres coloniales. Exemple récent, hein, la traque d'Oussama Ben Laden qui aboutit en 2011, où il est localisé dans une villa au Pakistan. Elle a pu se faire grâce aux services secrets américains qui ont suivi certains de ses fidèles qui lui servaient de coursiers. Sauf que pour identifier qui étaient ces coursiers, ils ont obtenu des dénonciations de la part de prisonniers torturés dans les prisons secrètes américaines. Et ensuite, une fois qu'on savait qui cherchait, le renseignement technologique américain a pu les localiser. Des informateurs qui fournissent de gré ou de force des opérations pour localiser les rebelles. Mais ça sert aussi dans des guerres plus conventionnelles, puisqu'il ne faut pas oublier le rôle du renseignement militaire. En effet, le renseignement militaire est très important dans le cadre d'un conflit, mais aussi dans la prévision d'un conflit, pour lequel il est indispensable de connaître trois choses qui ne sont pas écrites au tableau, à savoir l'état des forces de l'adversaire, leur disposition et leur localisation, et leurs intentions potentielles pour pouvoir s'y adapter. Donc je répète, pour pouvoir gérer et prévoir un conflit, il faut connaître les forces de l'adversaire, leur disposition, localisation et leurs intentions, afin de s'y adapter. Donc il y a plusieurs exemples connus, ça aille de l'offensive russe en Ukraine en 2022 qui avait été anticipée et annoncée par les Américains, à l'inverse, les Russes dont leur service secret avait sous-estimé la capacité de résistance ukrainienne. Pendant les guerres israélo-arabes, notamment israélo-égyptiennes qu'on a vu dans les chapitres précédents, Israël attaque par surprise l'Égypte, qu'elle perçoit d'ailleurs à tort à l'époque comme menaçant, mais est incapable d'anticiper l'attaque surprise égyptienne de revanche pendant la guerre du Kippour, une dizaine d'années plus tard. Et donc dans les deux cas, on a une attaque surprise qui peut fonctionner parce que les services secrets d'en face ne l'ont pas anticipé. Et la surprise donne un avantage militaire très important, puisque par exemple, en 67, pendant la guerre des 6 jours, l'aviation égyptienne est détruite et clouée au sol avant de pouvoir décoller.
Autre exemple connu qu'on va voir dans le jalon un peu plus tard sur la guerre froide, là, ce qu'on appelait la bombe cryptographique, c'est-à-dire la mise au point par l'anglais Turing d'un calculateur pendant la Seconde Guerre mondiale qui a permis de décrypter les chiffrements de la machine d'encodage allemand Enigma. Donc Enigma, qu'est-ce que c'était? C'était une machine qui calculait un code dans le renseignement allemand qui était mis à jour tous les jours. Et les cryptographes anglais n'arrivaient pas à déchiffrer tous les jours le code, qui changeait tous les jours et qui était encodé automatiquement par la machine Enigma. Et bien pour cela, ils ont mis au point un calculateur plus puissant, capable de calculer toutes les possibilités de déchiffrer chaque jour, dans un délai assez rapide, le code de la machine de cryptographie allemande. Et donc, pour voir cela, il y a différents types de renseignements. À commencer par celui qui prend une importance croissante, le renseignement technologique, qui devient une source majeure d'informations avec le développement des TIS, les technologies de l'information et de la communication. Et on ne peut pas parler de renseignement technologique sans évoquer la NSA, c'est-à-dire l'agence chargée du renseignement technologique américain qui a le plus gros budget au monde, avec de nombreux satellites et centres d'écoute dans le monde entier, notamment dans les fameux Five Eyes dont on avait parlé. Donc ce renseignement technologique, ça fait longtemps qu'il existe, mais à l'origine il était très artisanal et dépendant du renseignement humain, qui devait poser des micros, mettre des lignes sur écoute manuellement, etc. Mais qui devient de plus en plus un secteur indépendant, puisqu'aujourd'hui, par exemple, tous les téléphones portables peuvent être piratés et transformés en micro-espions. C'est pour ça, par exemple, qu'en 2019, Donald Trump a cherché à bannir les téléphones et les équipements chinois de l'équipementier Huawei, qui était très lié aux services secrets chinois, pour éviter que les Chinois aient des portes d'accès techniques et informatiques dans les échanges et les communications américaines et de leurs alliés. Néanmoins, malgré l'importance prise par ce renseignement technologique, il ne faut pas négliger la faille humaine, puisque beaucoup des piratages nécessitent en réalité d'obtenir le mot de passe de quelqu'un, en trouvant ses préférences, voire en le faisant chanter, ou alors le fait de connecter des clés USB qui ont été contaminées, en douce ou volontairement, pour pénétrer les réseaux d'entreprises ou d'États étrangers. Donc le renseignement technologique dépend beaucoup de la faille humaine, ce qui nous amène donc au renseignement de nature humaine, dans lequel il y a plusieurs catégories. Puisque ce renseignement humain reste, après tout, encore aujourd'hui, la base du renseignement, dont dépend, on l'a vu, une partie du renseignement technologique, mais qui est historiquement le plus pratiqué et encore aujourd'hui le plus important. Et donc pour ce renseignement humain, on distingue différents types d'agents, ou plutôt différents types d'espions. Donc qu'est-ce qu'est un espion? Un espion, ça peut être plusieurs catégories de personnes. Pour le renseignement humain, vous avez tout d'abord ce qu'on va appeler les clandestins. Les clandestins, c'est des personnes qui sont infiltrées sous une fausse identité afin d'essayer de se rapprocher de personnes qui détiennent des renseignements utiles. Donc avec les clandestins, il y a une volonté de se rapprocher de personnes et de recruter des sources, tout simplement. Donc un clandestin, c'est quelqu'un sous fausse identité qui va chercher à recruter des sources. Et du coup, ça nécessite de construire autour de lui ce qu'on va appeler une légende, donc une fausse identité de la personne infiltrée. Et du coup, le but des clandestins vont être de recruter des informateurs. Puisqu'en effet, la très grande majorité de ce qu'on appelle des espions ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des professionnels, mais ce sont des locaux, des civils ou des militaires. Ce sont des locaux qui ont été recrutés par des professionnels sous légende, mais la majorité des espions ne sont pas des professionnels. Ce sont des gens qui ont été recrutés ou se sont parfois vendus eux-mêmes pour différents motifs, argent, ambition, frustration ou idéologie, on va le voir plus tard. Et donc, un service secret, il va d'abord chercher, non pas à infiltrer, mais à recruter un grand nombre d'informateurs. Et il y a en réalité très peu de réels espions infiltrés sous fausse identité. Il y a très peu de réels espions professionnels. La plupart des espions sont des informateurs, ou autrement dit, sont des traîtres. Pour gérer tout cela, il y a un troisième type d'espions que l'on va appeler des officiers traitants.
Des officiers traitants qui sont souvent protégés par un statut de personnel diplomatique, donc de personnel d'ambassade si vous préférez. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être arrêtés. Donc quel est le but des officiers traitants? C'est de garder le lien entre un infiltré et le pays qui l'a recruté. Donc les officiers traitants, ils vont garder le lien et s'il le faut, user du chantage pour recruter, corrompre ou maintenir en service des informateurs. Et parfois, y compris pour obtenir simplement une information ponctuelle ou une action de piratage ou de déstabilisation. Ce n'est pas toujours des sources long terme. Donc comment on s'y prend justement? On distingue 3 types de critères qui peuvent servir à recruter des informateurs ou des sources ponctuelles. C'est ce que le FBI appelle le MICE. Donc sous cet acronyme, ça regroupe 4 choses qui sont les différents éléments qui permettent à un service secret d'accomplir sa principale mission, à savoir recruter des informateurs. Donc monnaie, par l'argent. L'idéologie, quand quelqu'un reproche les actions de son pays ou de son entreprise, ou au contraire cherche à soutenir les actions ou l'idéologie de l'étranger. La corruption, c'est tout simplement du chantage. Vous faites chanter quelqu'un en lui donnant quelque chose ou en le faisant chanter pour quelque chose qu'il a fait. Et cette corruption, elle s'est souvent provoquée. La majorité des cas de compromission sont des cas de compromission sexuelle. Parfois financière, quand la personne s'est endettée et du coup devient redevable d'un service secret. Après, on peut le faire chanter. Comme disait quelqu'un du milieu, si vous travaillez dans un secteur sensible, n'ayez pas d'amant ou de maîtresse ou alors ne vous mariez pas. Ne jouez pas à des jeux d'argent, ne signez pas de reconnaissance de dette. Vous savez que vous êtes la proie des espions de services secrets étrangers. Donc si vous faites des infidélités, vous avez de grandes chances que celle-ci soit orchestrée par un service secret qui vous a mis quelqu'un dans les pattes et qui vous a filmé. Si vous avez des dettes, il y a des gens qui vont jouer là-dessus et essayer de racheter vos dettes pour vous faire chanter. Et donc, si vous êtes dans un secteur compromettant ou avec des informations sensibles, ne vous mariez pas ou soyez fidèle, ne contractez pas de dettes secrètes. Et enfin, quatrième et dernier élément pour corrompre, pour compromettre quelqu'un, l'ego, c'est-à-dire quelqu'un qui serait insatisfait de sa position, déçu de l'absence de promotion, quelqu'un qui serait frustré et ça le pousserait à trahir par esprit de vengeance, par frustration. Donc comment on recrute un argent? En le corrompant au sens propre du terme contre de l'argent, il a besoin d'argent, en jouant sur son idéologie, en le compromettant via un chantage sexuel ou financier, ou d'autres informations compromettantes, s'il a commis un meurtre et que vous l'avez découvert par exemple, ou un délit d'initié ou n'importe quoi, vous trouvez quelque chose contre lui, ou en jouant sur ses frustrations, c'est-à-dire son ego. Alors, qui en France est responsable de ça? Les services secrets français, faut les connaître, surtout si vous faites de la géopolitique. Vous avez d'une part la DGSE, anciennement le SDEC, qui sont nos services secrets extérieurs. Et à côté, vous avez la DGSI, qui s'est appelée un temps la DCRI, quand la DST et les RG ont fusionné, qui sont nos services secrets intérieurs, qui eux vont faire du contre-espionnage ou infiltrer des groupes extrémistes à l'intérieur du pays. Et ce qu'on peut noter, c'est que nos services secrets, en réalité, ils ont quelques dizaines, voire une centaine maximum, de clandestins sous légende à l'international. Donc faut pas imaginer que des services secrets ont des milliers d'agents infiltrés partout. Les Français, ils ont officiellement quelques dizaines, officieusement 100, peut-être un peu plus, clandestins infiltrés en même temps. Il y en a qui sont de retour de mission, mais là, il y aurait jusqu'à une centaine de Français, de personnes des services secrets français, sous fausse identité, infiltrés dans le monde pour se fondre dans la société et recruter des informateurs. Et du coup, la très grande majorité des agents français sont, comme pour tous les services, en réalité des centaines de sources recrutées dans le monde entier et qui sont suivies par des officiers traitants. Alors d'autres services de renseignement connus, vous avez la CIA américaine, qui sont leurs renseignements extérieurs. En Grande-Bretagne, vous avez le MI6 pour les renseignements extérieurs et le MI5 pour les renseignements intérieurs. Connu aussi, vous avez le Mossad, MO2SAD, donc le Mossad israélien qui sont réputés pour leurs opérations d'assassinat et d'enlèvement. Il paraît que c'est le meilleur là-dedans. Le FSB russe,
qui lui aussi a beaucoup d'agents pour mener des opérations extérieures d'assassinat et de sabotage, et semble-t-il, proportionnellement à la taille de son service, assez peu de clandestins infiltrés. C'est pas sa spécialité, par contre il a beaucoup de sources, qui recrutent assez facilement via du chantage sexuel. Si vous êtes en Russie, que vous êtes en occidental, que vous venez faire des affaires, vous avez le moindre sujet sensible, attendez-vous à voir tous les soirs, c'était le témoignage d'un spécialiste des services secrets, il est très connu quand vous arrivez en Russie et que vous êtes suspect, le premier soir vous allez vous faire draguer par une blonde, le deuxième soir par une brune. Si vous avez toujours pas réussi, le quatrième soir, il y a un mec qui va venir vous aborder, on sait jamais. Puis si vous êtes une femme, ça va être l'inverse. Donc les Russes sont très très forts et très très proactifs dans la compromission sexuelle et dans le chantage sexuel. Et ils ont aussi un très gros département cyber, même si en termes de capacité, c'est sans commune mesure avec la NSA. Et enfin les Chinois, dont on a déjà parlé, qui pratiquent assez peu l'infiltration pour l'instant, en tout cas c'est pas encore très connu, mais qui recrutent beaucoup de sources en les appâtant chez eux via des congrès. D'ailleurs il paraît qu'ils forcent assez peu la main, paraît-il, hein, ces affaires sont toujours secrètes, il s'agit d'opérations clandestines, encore une fois, rien de légal, mais eux aussi sont connus pour avoir développé un département cyber important, quoique plus récemment, il y a eu des affaires, il y a eu des affaires qui ont fait la une de la presse de Chinois qui essayaient de recruter des sources à l'étranger. Mais toutes ces informations n'ont aucune valeur si on n'est pas capable de mettre en place un véritable traitement de l'information. Puisque le nerf de la guerre, c'est l'obtention, mais aussi le traitement de l'information, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser les informations qu'on a obtenues pour les concrétiser, hein, qu'elles aient une réelle efficacité sur le terrain. Par exemple, dans la guerre en Ukraine, la contre-offensive ukrainienne sur Kharkiv, donc je rappelle, hein, dans le nord-est du pays, pendant qu'on croit que tout le monde va se battre à Kherson dans le sud, les Ukrainiens lancent une grande opération surprise et repoussent les Russes de plusieurs milliers de kilomètres carrés dans le nord-est de l'Ukraine. Par quoi elle est permise? Par tout un tas d'opérations de renseignement qui ont été plus ou moins bien traitées. C'est-à-dire que les Russes étaient occupés sur d'autres fronts, notamment dans le sud, et sont laissés un peu parasités, désinformés par les Ukrainiens qui ont fait beaucoup de bruit dans le sud et qui n'ont pas annoncé leur offensive dans le nord. Mais surtout, leurs services secrets n'ont pas été en mesure d'identifier une attaque surprise ukrainienne dans le nord, à un endroit qui était moins bien défendu. Alors que les Ukrainiens, eux, ils ont bénéficié des renseignements américains, mais surtout de la capacité de traitement des renseignements américains, qui leur ont pas juste donné toutes leurs images satellites, mais qui ont pris des centaines, des milliers d'heures à les analyser, à dire là il y a du monde, là il y a moins de monde, là il semblerait qu'il y a moins de soldats si vous attaquez dans cette zone, ils sont occupés ailleurs, il y a un point faible à cet endroit-là de leur dispositif. Donc on a tout examiné, on a recoupé toutes les informations, et on vous dit où et quand attaquer. Beaucoup d'informations que les Russes avaient aussi, hein. Si ça se trouve, certaines de leurs images satellites avaient, même pas si ça se trouve, forcément identifié des regroupements de troupes ukrainiennes à cet endroit-là, mais ils n'auraient pas eu assez de personnel pour traiter la masse d'informations sur l'ensemble du front, et donc n'ont pas vu cette offensive arriver. Dernier type d'action auquel j'ai parlé en exemple mais que j'ai pas théorisé, ce sont bien sûr les actions clandestines, c'est-à-dire toutes les opérations commando d'assassinat, d'enlèvement, de sabotage, qui sont menées par quelques agents commando, eux aussi infiltrés sous couverture, donc sous légende, mais sans chercher à s'infiltrer dans la société. Hein. Eux, ils sont juste infiltrés sous fausse identité pour qu'il n'y ait pas écrit espion sur leur tête, mais ils sont juste venus pour mener un coup de force et repartir avant d'être identifiés. Et ça, c'est notamment une spécialité des Russes et des Israéliens. Et les agents qui font des coups de force, ils sont en fait des agents commando, on appelle ça des barbouzes. C'est simplement des gens qui viennent sous couverture, mais sans chercher à s'infiltrer pendant longtemps et recruter des sources, juste le temps de mener une opération clandestine, souvent assez violente, parfois en couverture des infiltrations de légendes qui sont là sur le temps plus long, et qui vont mener leur coup de force et repartir avant d'être démasqués. C'est ce qu'on appelle des barbouzes, et les fans de films d'espionnage auront reconnu que James Bond est en réalité un barbouze. Hein. Il mène des coups de force, il s'infiltre assez peu, c'est quelqu'un qui reste pas longtemps sur place, il n'est pas là pour rester pendant des années et se faire le plus discret possible, il est là pour venir faire un coup de force et se barrer après une opération commando. Même si bien sûr c'est de la fiction et que ça ne colle pas du tout à la réalité. Maintenant qu'on a vu ces connaissances générales, on va pouvoir passer à l'étude de cas plus spécifique qui va tomber tel quel au bac et sur lesquels ces connaissances vont nous servir, c'est-à-dire un cours sur les services secrets soviétiques et américains durant la guerre froide. Et pour cela, on va commencer par une première sous-partie à prendre en note, qui est
la précocité soviétique dans le domaine. Puisque, en effet, dès la révolution russe de 1917, Lénine crée une police politique, la Tchéka, la police politique de Lénine, dont le but était à l'époque de chasser les opposants, hein, et il crée à côté le NKVD pour surveiller les membres de son propre parti. Alors, ces services sont plusieurs fois réorganisés après la guerre civile en 1922, avec différents noms que je vous épargne, parce que j'estime pas nécessaire que vous maîtrisiez l'évolution de tous les noms des services secrets balbutiants de l'Union soviétique. Mais ces différents services donc évoluent, changent de nom, pour être finalement fusionnés en 1934 et donner place au NKVD. Donc à partir de 1934, ça commence à se fixer, et les services soviétiques issus des évolutions de la Tchéka et du NKVD fusionnent et reprennent le nom de NKVD. Donc ce NKVD, c'est des services de renseignement assez larges qui regroupent en fait tout un tas d'administrations qui comprennent aussi bien les services de police de la route, donc qui contrôlent les passages et les déplacements, très contrôlés sous l'Union soviétique, l'administration générale des camps, c'est-à-dire les goulags, la sécurité d'État, donc la chasse aux opposants, etc., etc. Donc c'est vraiment des services de sécurité qui vont s'occuper de contrôler tout le monde. C'est vraiment des services qui vont, dans un État totalitaire, s'occuper de fliquer l'ensemble des aspects de la société. Et les chefs du NKVD ne rendent compte qu'à Staline. Ils ne rendent de compte qu'à Staline, qui a pris la tête de l'URSS à la mort de Lénine. C'est leur supérieur direct. Il n'y a personne entre Staline et les chefs du NKVD. Et ce NKVD, il ne se contente pas de mettre en place une police politique à l'intérieur du pays en contrôlant les déplacements sur les routes, en surveillant les camps de prisonniers, en gérant les camps de prisonniers pour les opposants politiques, en surveillant les opposants politiques, en empêchant les insurrections. Il va aussi, très précocement, dans l'entre-deux-guerres, entre les deux guerres mondiales, mettre en place un réseau d'espions à l'international. Il va mettre en place un important réseau d'espions, en recrutant d'ailleurs assez facilement, pour des motifs idéologiques, dans les milieux communistes qui sont très nombreux en Europe à cette époque, dans les milieux au sein du monde syndical et des intellectuels occidentaux. Donc comme à l'époque il y a beaucoup d'intellectuels et de syndicalistes occidentaux qui sont sensibles aux idées communistes, eh ben, les services secrets de l'URSS vont avoir aucun mal à recruter et à se faire un réseau d'espions très facilement dans l'entre-deux-guerres. Hein. Donc ce nouveau NKVD constitue dès l'entre-deux-guerres un réseau d'espions lié aux facilités de recruter, notamment idéologiquement, en utilisant l'idéologie dans les milieux communistes, aussi bien syndicaux qu'intellectuels occidentaux, où le communisme est assez prégnant. Et du coup, grâce à cela, plusieurs des savants des projets clés des anglo-saxons pendant la Seconde Guerre mondiale sont noyautés par des agents doubles. Donc il y a beaucoup de savants américains et anglais qui sont en réalité des agents doubles, comme la fameuse bombe cryptographique dont je vous ai déjà parlé. Hein. Les soviétiques avaient dans les cryptographes anglais qui ont décrypté la machine Enigma allemand, des scientifiques qui avaient été retournés par les services secrets soviétiques. Et même au sein du projet Manhattan pour la bombe nucléaire américaine, enfin anglo-américaine, puisqu'il y a eu une coopération anglaise, même si c'est les Américains qui ont gardé seuls la bombe, tout en laissant les notes de recherche aux Anglais pour qu'ils développent le leur, avait au moins 6 scientifiques infiltrés. Les services secrets soviétiques avaient infiltré 6 scientifiques dans le projet Manhattan, qui étaient en réalité des agents doubles soviétiques, dont 2 d'ailleurs ne sont toujours pas identifiés. Donc il y avait 6 scientifiques au sein du projet Manhattan qui étaient des informateurs soviétiques. Et ça a bien marché, hein, puisque en 1949, les soviétiques font exploser leur première bombe atomique. Donc le NKVD a un réseau d'espions dans le monde entier qui recrute facilement pour des motifs idéologiques dans les mondes communistes, aussi bien syndicalistes que intellectuels, ce qui lui permet d'infiltrer les programmes anglo-saxons durant la Seconde Guerre mondiale. Ils obtiennent les codes des Allemands, ils infiltrent le projet Manhattan, parmi lesquels ils ont 6 scientifiques qui sont en réalité des informateurs à eux, et du coup, dès 1949, ils arrivent à développer, grâce aux informations transmises, leur première bombe atomique, alors que les services secrets américains estimaient qu'il leur faudrait au moins 10 ans pour la mettre au point. Mais du coup, ces services secrets soviétiques ont aussi pu recruter des agents clés
comme les très célèbres et très fameux, il faut les connaître, ça peut tomber au bac, les fameux 5 de Cambridge. Donc qu'est-ce que c'est que les 5 de Cambridge? Pas besoin de tous les connaître, il y en a des plus importants que d'autres. Les 5 de Cambridge, qu'est-ce que c'est? Donc, à cette époque, le libéralisme économique le libéralisme économique britannique, dans un milieu qui en plus était très conservateur avec des mœurs très hiérarchisées et à l'ancienne, hein, hérité de l'aristocratie britannique, va à l'encontre de l'idéologie communiste qui est très influent dans la jeunesse britannique de l'époque pendant l'entre-deux-guerres. Donc pendant l'entre-deux-guerres, une partie de la jeunesse britannique est influencée par des idéologies plus progressistes et par les idéologies communistes, et va contester les mœurs très conservatrices et très libéraux de leurs aînés. Et du coup, dans les années 30, le NKVD approche plusieurs étudiants qu'ils estiment avoir ce profil. Donc le NKVD, dans les années 30, approche des étudiants de l'élite britannique qui ont des tendances anti-système et à contester l'idéologie conservatrice et libérale de leurs aînés. Et parmi ces étudiants infiltrés approchés par le NKVD, 5 d'entre eux accèdent par la suite à des postes très influents dans l'administration et la diplomatie ou même les services secrets britanniques. Et donc s'il y en a un à retenir, ça va être, ou plutôt deux à retenir, ça va être les deux duos, Fields et Bloom, qui vont transmettre à eux deux 20 000 documents confidentiels britanniques à l'URSS. Ce qui a permis l'élimination de centaines d'agents occidentaux qui étaient infiltrés à l'Est. Donc à l'Est du rideau de fer, des centaines d'agents occidentaux ont été arrêtés par le NKVD parce que ils ont été dénoncés par deux hauts placés britanniques, donc Ken Philby, le plus important, qui était un important responsable au sein des services secrets britanniques, qui a transmis beaucoup de documents en URSS avant de fuir en URSS. Et j'avais dit le deuxième, c'était Bloom, pardon, c'est celui-là, Anthony Bloom, qui était du coup un conseiller personnel de la reine d'Angleterre, qui était en réalité un agent double qui travaillait pour les soviétiques, qui avait été retourné pendant ses études à Cambridge. Donc ces 5 étudiants de Cambridge, favorables à des idéologies progressistes et communistes, qui étaient idéologie populaire à l'époque, qui s'opposaient du coup au conservatisme de leurs aînés, donc par idéologie, ils informent les soviétiques et deviennent des traîtres à leur pays. Alors ces 5 de Cambridge, ils sont découverts progressivement. Les plus importants comme Philby fuient à l'Est pour vivre en URSS, mais on estime que les soviétiques auraient potentiellement recruté non pas 5 mais jusqu'à 17 agents, qui n'auraient pas été identifiés même jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 17 agents qui auraient été recrutés par les soviétiques dans les années 30 dans les milieux universitaires britanniques, et notamment ces 5 agents importants à Cambridge. Et donc on a des agents qui ne sont pas recrutés par corruption, mais vraiment par idéologie. Et donc leur idéologie politique était supérieure à la fidélité envers leur pays. Du coup, si on reprend là par rapport à ce qu'on a vu un peu plus haut, on est sur quel type d'espion? Eh bien, on est clairement chez des informateurs. Les espions les plus importants sont des informateurs. C'est-à-dire non pas des gens infiltrés chez l'ennemi, mais des gens qui ont été retournés. Alors face à cette précocité soviétique, il y a assez rapidement une réaction états-unienne. Donc je rappelle, une précocité soviétique qui réorganise assez vite leur réseau. Le NKVD, dès les années 30, crée un réseau d'espions qui leur permet d'infiltrer les programmes technologiques américains et britanniques et infiltrer jusqu'à 5 hauts placés issus des universités britanniques, les fameux 5 de Cambridge. Donc quelle réaction américaine? Cambridge pour les services secrets britanniques, pas américains, mais qui sont un partenaire privilégié. Donc réaction américaine. Les Américains vont eux aussi se mettre dans le renseignement, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une coopération transatlantique entre les Anglais et entre les Américains et les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. Puisque, on en a déjà parlé dans le chapitre précédent, les Américains
Et les Britanniques décident de mettre en commun leurs efforts, notamment sur le nucléaire, avec le projet Manhattan, qui est issu des accords de Québec, et donc qui intègre les chercheurs et les savants britanniques. Et cette coopération, elle est assez efficace, hein, puisque ils mettent en place un certain nombre de projets, hein, ils arrivent à décoder aussi les renseignements soviétiques, comme les machines de codage allemandes dont j'avais déjà parlé. Mais donc, à l'issue de cette Seconde Guerre mondiale, les Britanniques et les Américains décident d'adapter leurs services secrets. Notamment, on a la création, pendant la Seconde Guerre mondiale, de ce qu'on appelait l'OSS, c'est-à-dire des services de renseignement interalliés. Donc pour structurer cette coopération entre Américains et Britanniques, est mis en place l'OSS. Sauf que l'OSS prend fin avec la Seconde Guerre mondiale. Donc les premiers vrais services de renseignement américains, qui étaient l'OSS, qui était une coopération interalliée, prend fin avec la Seconde Guerre mondiale et doit être remplacé. Alors pour cela, on a dès 1946 les accords secrets UQSA dont j'ai déjà parlé, qui met en place les Five Eyes. Et la création en 1947 de la National Security Agency par le National Security Act, c'est-à-dire la CIA. Donc face à la fin de la guerre et la dissolution de l'OSS, les Américains décident de continuer la coopération avec les Britanniques en faisant les accords UQSA, c'est-à-dire en mettant en place ce qui va devenir plus tard les Five Eyes, et en créant leur propre agence de renseignement, qui est la CIA, en 1947. Puis, un peu plus tard, en 1952, la NSA, dont on a déjà parlé, pour le renseignement électronique à l'époque. Avec un budget, aujourd'hui, la NSA a un budget qui est estimé à 10 fois supérieur à celui de la CIA, pour vous donner une idée. Auquel il faut rajouter le FBI, qui existe déjà avant-guerre, mais qui est chargé de la sécurité intérieure, ou si vous préférez, de la chasse aux espions. La chasse aux espions reste une prérogative du FBI. Donc voilà, on a les bases des renseignements américains qui se mettent en place à leur tour, avec 20 ans de retard sur les soviétiques. L'OSS pendant la Seconde Guerre mondiale, une coopération avec les Britanniques qui est maintenue en 1946, leur propre agence d'espionnage extérieur avec la CIA, puis de renseignement technologique, et une chasse aux espions par le FBI. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir avec ça? La mise en place des services secrets américains par rapport aux soviétiques, il reste assez éclaté. Encore aujourd'hui, on a jusqu'à 16 agences aux États-Unis qui sont chargées des renseignements et des renseignements militaires, avec parfois différents mandats concurrents. Donc, contrairement aux soviétiques, ce renseignement il est éclaté entre plusieurs agences parfois concurrentes. Et ces agences sont des agences civiles. Ce ne sont pas des agences militaires. Donc on n'a pas affaire à des militaires, contrairement à l'Union soviétique, on a affaire à des agents qui sont des civils, alors que les espions soviétiques sont souvent des militaires. Et donc ces évolutions, avec la création de nombreuses agences d'espionnage aux États-Unis, s'accompagnent d'évolutions politiques, notamment dans la politique intérieure, puisque les années 50, le début de la guerre froide, est marqué aux États-Unis par ce qu'on appelle le McCarthyisme. Le McCarthyisme, issu du nom du sénateur américain McCarthy, c'est une politique américaine paranoïaque qui vise à traquer les agents infiltrés et tous les informateurs susceptibles de coopérer avec l'Union soviétique. Et donc, il y a une traque paranoïaque de toute personne suspectée de sympathie communiste, ou même de sympathie de gauche, dans les années 50, dont les plus connus sont liés au programme nucléaire américain. J'en ai parlé sur le programme nucléaire, c'est l'exécution en 1951 des époux Rosenberg, qui sont accusés, sans doute à tort, d'avoir transmis les secrets de la bombe nucléaire à l'Union soviétique. Donc ça c'est pour la politique intérieure. Dans le cadre de la politique intérieure, les Américains mettent en place le McCarthyisme, qui est une traque paranoïaque à tous les sympathisants et donc informateurs potentiels de l'URSS et agents infiltrés. Et d'autre part, sur le plan cette fois extérieur, la doctrine américaine est basée au début de la guerre froide par la doctrine Truman ou de containment, que vous avez vu aussi en tronc commun,
qui est une doctrine d'endiguement, hein, c'est-à-dire une doctrine d'encerclement de l'Union soviétique en créant toute une série d'alliances avec les pays riverains de l'Union soviétique, hein, comme vous le voyez ici. Vous voyez, il y a plein d'alliances de pays en bleu, hein, l'OTAN ici, le pacte de Bagdad ici, en Asie, l'OTAS si ma mémoire est bonne, qui vise à ceinturer l'Union soviétique et ses alliés afin d'empêcher l'extension du communisme. Donc en politique intérieure, une paranoïa et une chasse aux espions et sympathisants marqués par le macartisme, et en politique extérieure, une politique de containment, donc une politique d'endiguement de l'URSS basée sur la doctrine Truman. Et du coup, on va arriver dans une véritable guerre froide avec une guerre d'espionnage que l'on va évoquer rapidement. Ce sont les différents modes d'action et de rivalité entre les blocs. Et pour ça, je fais un petit tableau hein, pour que vous pouvez recopier au fur et à mesure que je vous l'explique. Alors, premier type d'action que vont pratiquer chacun des blocs, le financement et la propagande. Alors, côté américain, il va y avoir le financement de partis et de syndicats anticommunistes. Par exemple, Force ouvrière en France obtient le financement de la CIA pour concurrencer la CGT. Ce qui ne fait pas de Force ouvrière un suppôt des Américains. Simplement, c'était un parti rival de la CGT. La CIA est venue leur proposer de l'argent, ils ont accepté. Donc, les États-Unis financent dans le monde entier des partis ou des syndicats qui sont les concurrents des partis ou des syndicats anticommunistes, sans être très regardants d'ailleurs. Hein. Ils cherchent juste à financer et favoriser les ennemis des partis et des syndicats communistes qu'ils estiment être le relais de Moscou. D'autre part, il y a le financement et la mise en place d'un certain nombre de médias qui visent à diffuser la parole du bloc occidental contre la parole communiste. Par exemple, Radio Free Europe ou Radio Free Asia. Côté soviétique, on a un financement assez intensif des partis communistes en Europe et dans le reste du monde. Donc côté soviétique, cette fois il y a aussi un financement, mais des partis communistes en Europe et dans le monde. Et ces partis, ils sont centralisés. Depuis ce qu'on a appelé le Comintern avant-guerre et après-guerre, donc pendant notre période de la guerre froide, de ce qu'on peut appeler le Cominform. Donc le Cominform, c'est une réunion où tous les partis communistes du monde entier doivent rendre compte à Moscou. Tous les partis qui sont financés et soutenus depuis l'URSS. Donc les soviétiques financent et soutiennent les partis communistes du monde entier et les coordonnent au sein d'une organisation qu'on appelle le Cominform. Et par ailleurs, ils ne se contentent pas de financer que des partis politiques, ils vont financer et équiper tous les partis ou mouvements armés anticoloniaux afin d'affaiblir les Occidentaux. Deuxième objet d'affrontement, c'est la ligne suivante, c'est la déstabilisation politique pour mettre en place des régimes amis. Eh ben, les Américains ne se sont pas privés d'organiser pendant la guerre froide de nombreux coups d'état militaires en Amérique du Sud, comme par exemple Pinochet que vous avez vu en première en AGGSP, ou d'armer des mouvements opposés aux soviétiques comme les Moudjahidines en Afghanistan. Côté soviétique, on n'est pas en reste, hein, puisque comme j'ai dit, les soviétiques financent, arment et équipent de nombreuses guérillas communistes dans les pays où il y a des dictatures soutenues par les Américains. Par exemple, Fidel Castro est soutenu par l'Union soviétique après son coup d'État contre un dictateur pro-américain. Puis Castro envoie ensuite, avec l'assentiment de l'Union soviétique, des guérilleros en République démocratique du Congo et en Argentine menés par un certain Che Guevara. Troisième type d'action, les opérations d'assassinat. Hein, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Je reste en Amérique du Sud avec l'opération Condor. Qu'est-ce que c'est que l'opération Condor? C'est une traque dans toute l'Amérique du Sud des opposants aux dictatures sud-américaines. Donc dans toute l'Amérique du Sud, les Américains favorisent des coups d'État militaires pour mettre en place des dictatures plutôt conservatrices et libérales favorables aux Américains. Eh bien, la CIA coopère avec les polices politiques de ces dictateurs dans ce qu'on appelle l'opération Condor, c'est-à-dire une traque des opposants politiques à travers toute l'Amérique du Sud. Et donc, c'est la CIA qui fournit la coordination entre les polices politiques des dictateurs sud-américains. Simple, efficace, pratique. Et côté soviétique, l'assassinat reste aussi une grande tradition, dont la méthode la plus connue est le parapluie bulgare. C'est simple, vous pouvez avoir un document avec un parapluie bulgare au bac, mais c'est pas le plus probable. C'est des parapluies avec une pointe empoisonnée. Et donc, un agent infiltré, un barbouze, puisque c'est pour des opérations clandestines violentes, a un parapluie avec une pointe empoisonnée,
et il va faire en sorte de croiser dans la rue le chemin d'un opposant qui est parti en exil à l'ouest, donc en Occident, et hop, lui donner le piquer avec un parapluie pour le tuer. Le parapluie bulgare, parce que pratiqué notamment par les services secrets soviétiques de Bulgarie. Ensuite, il y a bien évidemment la création de réseaux d'informateurs, hein, puisque les Occidentaux ne vont pas se gêner pour démarcher des officiers soviétiques en leur proposant assez régulièrement de trahir leur pays, en échange de quoi ils pourront, je cite, passer à l'ouest pour avoir de meilleures conditions de vie qu'en Union soviétique. Les soviétiques ne vont pas se priver pour faire la même, hein, en jouant sur les désenchantements que suscite le capitalisme et ses inégalités, en corrompant des gens qui ont des dettes de jeu, ou en, comme je l'ai dit, en faisant du chantage après des séductions par des femmes. C'est quand même une grande spécialité des soviétiques puis des russes. Et bien évidemment, hein, il n'y a pas de bon espionnage sans un premier espionnage technologique qui n'a rien à voir avec l'espionnage technologique récent mais qui existait quand même. Et un cas connu, vous pouvez avoir un document là-dessus au bac, c'est les fameux avions U-2 américains. Qu'est-ce que c'était? C'était des avions très rapides qui volaient à haute altitude et qui étaient chargés de survoler l'URSS pour photographier leurs installations militaires. Comme au début de la guerre froide, les Américains avaient très peu de personnes, voire personne infiltrant l'URSS, pour savoir où ils en étaient militairement, s'ils représentaient une menace, ils avaient construit des avions qui volaient très haut, à très grande vitesse, pour l'époque, hein, et qui survolaient l'URSS sans pouvoir être interceptés, avec des appareils photo, pour photographier les installations soviétiques, jusqu'au moment où les soviétiques ont été en mesure de mettre au point des avions intercepteurs pour les abattre. Et c'est cette même technique des avions espions qui volent à très haute altitude et à grande vitesse qui ont été utilisés par les Américains pour détecter l'installation de missiles soviétiques à Cuba. Les soviétiques font aussi du renseignement technologique, il n'y a pas de raison, et notamment dans la présence de nombreuses zones maritimes étrangères, il y avait des navires de pêche russes ou d'autres pays soviétiques qui venaient pêcher, qui étaient en fait équipés d'écouteurs électromagnétiques pour capter les communications, les trajets des bateaux ou des sous-marins. Voilà, de très nombreuses pratiques pratiquées par les deux camps à chaque fois. Je vous laisse mettre pause pour noter, hein, dans de bonnes conditions, voilà, hop, comme ça vous avez un bon visuel, vous pouvez noter, voire imprimer, hein, je ne doute pas qu'il y en a qui ne vont pas se priver d'imprimer tel quel, ce qui nous permet de passer à la partie suivante, de rester dans cette partie, en précisant que les 2 premières décennies de la guerre froide sont plutôt défavorables aux États-Unis, qui doivent refaire leur retard. Et c'est justement pour ça qu'ils vont prendre le risque de survoler l'URSS avec des avions espions. Donc pour refaire leur retard, les Américains prennent des risques, survolent l'URSS avec des avions espions, les fameux U-2. Et du coup, en attendant de refaire leur retard, l'espionnage américain va essentiellement consister à 2 choses. La déstabilisation anticommuniste dans le monde entier, donc c'est-à-dire le fait de déstabiliser les régimes communistes ou les mouvements communistes dans le monde entier, comme on l'a vu avant, par exemple en payant des partis concurrents des partis communistes dans le monde entier, et en essayant, comme avec le U-2, de faire du renseignement sur la menace et les infrastructures militaires de l'URSS. Donc en essayant de savoir où en est l'URSS sur le plan militaire, est-ce que ça représente une menace. Donc de la déstabilisation contre les communistes dans le monde entier, donc dans les pays pas encore communistes, et dans les pays communistes, faire du renseignement pour estimer la menace militaire que représentent les communistes. Alors que du côté soviétique, on a progressivement une réorganisation. Donc, 4e point de ce jalon, la réorganisation soviétique, avec, à partir de 1954, la réorganisation du NKVD sur le modèle de la CIA, mais en centralisant tous les organes de renseignement intérieurs et extérieurs dans la même agence, ce qui implique en fait l'équivalent des missions de la CIA et du FBI aux États-Unis, afin de créer le fameux, le célèbre KGB, qui n'entre en réalité en fonction qu'en 1954, donc dans une réforme postérieure à la mort de Staline, qui meurt en 1953. Donc les soviétiques réorganisent leurs services secrets en s'inspirant de la CIA, mais en centralisant renseignements intérieurs et extérieurs, en 1954, en créant le KGB. KGB qui a quand même un concurrent qui est le renseignement militaire, c'est-à-dire les services de renseignement de l'armée pour les opérations militaires, qui s'appelle le Razvedproof, bon, nom n'est pas très important, puis surtout à partir de 1942 et jusqu'à aujourd'hui, puisque l'armée russe a gardé ce nom-là,
le GRU, donc le groupe de renseignement militaire, je ne saurais pas vous le traduire en russe. Eh ben, de la même manière qu'on a vu l'essentiel des activités américaines qui sont de la déstabilisation anticommuniste et du renseignement sur la menace militaire communiste, hein, l'essentiel du renseignement, des activités de renseignement soviétique consiste en deux choses. Je les ai mis où Je les ai pas mis sur le diapo, c'est pas grave. Consiste en deux choses que vous pouvez noter. Premièrement, l'assassinat d'opposants en exil à l'Ouest. Donc, quand quelqu'un s'est exilé d'Union soviétique à l'Ouest, ben, vous allez essayer le KGB va organiser son assassinat. Et enfin, l'espionnage technologique. Donc, l'espionnage des technologies occidentales au fur et à mesure que les Américains prennent l'avantage. Donc, là où le renseignement, et c'est très important, le renseignement soviétique, le renseignement américain pendant la guerre froide, va être de la déstabilisation anticommuniste et du renseignement sur la menace militaire communiste, le renseignement soviétique, lui, va être de l'assassinat d'opposants partis en exil à l'Ouest, dont la première victime, peu avant la Première Guerre mondiale, est un certain Trotsky, et de l'espionnage technologique pour essayer de refaire leur retard sur les Américains qui prennent de plus en plus le dessus lors des décennies médianes puis finales de la guerre froide. Donc les soviétiques, c'est de l'assassinat d'opposants partis en exil à l'Ouest et de l'espionnage technologique. Mais le renseignement soviétique est progressivement mis en difficulté par son système dictatorial communiste. Ah ben voilà, j'avais mis là. Voilà, j'avais mis ici. Donc le renseignement soviétique est progressivement mis en difficulté par son système dictatorial avec plusieurs éléments importants. Donc là, je vous ai remis hein, les principales actions du KGB. Donc qu'est-ce qui va mettre en difficulté ce KGB? D'une part, donc les difficultés liées au système dictatorial communiste. D'une part, on a des fuites qui finissent par sortir du RSS hein, sur le système répressif en URSS qui le discrédite assez profondément. Et notamment la sortie du RSS du manuscrit de Solzhenitsyn intitulé L'archipel du Goulag. Et donc à partir de 1973, le monde entier est au courant du système ultra répressif et ultra violent qui est en réalité l'URSS et ça la discrédite profondément et du coup bah, elle a plus de mal à retourner des agents, notamment des agents qui la rejoignaient par idéologie communiste. Et d'autre part, il y a un certain nombre de trahisons d'officiers soviétiques qui ont trahi l'Union soviétique pour passer à l'Ouest. Donc quels sont les exemples connus? Alors tout d'abord on a un certain nombre de pilotes de MiG, donc les chasseurs russes du milieu de la guerre froide, qui désertent pour passer à l'Ouest avec leurs appareils, hop ils s'envolent, puis plutôt que de faire leur patrouille, ils vont se poser en Occident. Et du coup, les États-Unis étaient constamment au courant de l'avancée technologique de l'aviation russe, puisqu'ils mettaient la main régulièrement, enfin ponctuellement, sur des avions russes de combat. D'autre part, on a plusieurs officiers importants qui ont trahi. Deux cas majeurs. Oleg Penkovsky, qui était un colonel du GRU, donc les renseignements militaires russes, qui ont transmis plus de 20 000 documents au MI6 britannique jusqu'à son arrestation en 1962. Et d'autre part, Vladimir Vetrov, plus connu sous son nom de code Farawell, qui transmettait les structures de l'espionnage industriel et technologique russe, donc en gros tous les agents infiltrés en Occident pour espionner l'industrie et la technologie au profit de l'Union soviétique, donc qui a transmis toutes les structures de l'espionnage industriel et technologique soviétique auprès des services français, des services secrets français, donc de la DST, avant là aussi son arrestation en 1983. Donc, un premier transfuge qui était un colonel du GRU qui a transmis 20 000 documents secrets au MI6 britannique avant son arrestation en 1962, et un analyste de l'espionnage industriel et technologique russe qui a transmis là aussi tous les secrets de l'espionnage industriel russe à la DST française. Et en tout, hein, ce dernier, Farawell, il aurait livré jusqu'à 250
il aurait livré jusqu'à 250 sources et 170 agents sous couverture qui étaient infiltrés à l'ouest pour espionner et récupérer les technologies soviétiques. Je vous l'ai dit, hein, l'espionnage technologique est une grande spécialité des soviétiques, et aussi maintenant de nos jours des Russes, hein, et une de leurs activités principales avec l'assassinat d'opposants en exil à l'ouest. Et donc, les révélations de Farawell ont permis de démasquer jusqu'à 250 sources et 170 agents infiltrés à l'ouest pour espionner les technologies de l'ouest au profit de l'URSS. Et l'impact était tellement important que lorsque, en 1943, le président Ronald Reagan lance le projet Guerre des Étoiles, qui est un projet d'interception de missiles, pour montrer l'invincibilité des États-Unis aux missiles soviétiques, l'URSS aveugle n'a plus de réseau d'espionnage technologique et n'est pas en mesure de savoir ce qu'il en est, de le copier, et du coup va se ruiner à essayer de le concurrencer sans information et surtout sans savoir qu'une partie de ce projet de Ronald Reagan était en fait de l'intoxication, donc était en partie des fausses informations pour pousser les Russes à se ruiner dans un programme coûteux. Et comme ils n'avaient plus d'agents, puisque tous avaient été vendus par Farawell, eh ben, ils ne savaient pas si les Américains bluffaient ou pas, ils n'avaient pas de technologie à leur voler pour concurrencer. Alors ça n'empêche pas qu'ils ont eu eux-mêmes quelques succès, hein, puisque Aldrich Ham, chef du contre-espionnage américain, était quelqu'un qui faisait beaucoup de jeux d'argent, qui s'est beaucoup endetté et qui a trahi son pays pour combler ses dettes de jeu. Et il a trahi pendant quelques années presque toutes les taupes et agents infiltrés par les Américains à l'Est. Entre 1985 et 1994, période pendant laquelle les services secrets soviétiques le tenaient en échange du remboursement de ses dettes de jeu. Et donc il a continué cela, hein, même après 1991 et la chute de l'URSS, occasion à laquelle le KGB est dissous et remplacé par l'actuel FSB. Mais sans pour autant disparaître totalement, puisque Poutine et la plupart de ses proches sont des anciens du KGB. Donc la Russie actuelle est gouvernée par des anciens du KGB, actuel FSB. Et pour finir cette partie sur une note plus pittoresque, je ferai une petite partie rapide sur l'imaginaire de l'espion, puisque la période de la guerre froide voit parallèlement le développement de l'espion dans la culture populaire, avec l'occurrence la plus connue, qui est bien évidemment les fameux James Bond de Ian Fleming, ou plutôt des romans de Ian Fleming, hein, qui ont ensuite été adaptés en film. Ian Fleming qui était un ancien espion britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, spécialisé dans les opérations de désinformation militaire envers les Allemands. En gros, il faisait en sorte de faire croire aux Allemands des mauvais plans d'attaque des Anglais. Il parachutait dans la mer des cadavres de marins ou de pilotes avec des faux documents sur eux pour faire croire aux Allemands qu'ils avaient abattu un avion stratégique et qu'il y avait des plans d'invasion britanniques de la Grèce alors qu'en fait ils débarquent en Sicile, que des trucs comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer James Bond, il s'est inspiré d'un espion qu'il a côtoyé pendant sa carrière, un espion, hop, j'avais pas mis sur le diapo, un espion yougoslave, un certain Duško Popov, qui par son côté dandy, a inspiré le personnage de James Bond très porté sur le luxe. Mais Duško Popov, hein, qui est le vrai James Bond, et qui le sait, a déclaré lui-même que bon, les pratiques trop tape à l'œil de James Bond étaient incompatibles avec une réelle pratique d'espion qui nécessite de se faire discret et de se fondre dans la masse, sachant que lui-même était déjà quelqu'un qui aimait bien flamber et montrer qu'il aimait consommer les lieux luxueux et les casinos. Donc on a d'autres images de l'espion dans la culture populaire, hein, dont je vous mets quelques occurrences au tableau. Ce qui n'empêche l'émergence de fictions plus réalistes, que je vous mets là, hein, sur lesquelles vous pouvez vous inspirer, comme la très bonne et excellente série française Le Bureau des légendes, qui montre justement comment marche le recrutement de sources et l'infiltration d'agents sous légende, hein, c'est Bureau des légendes, ça vient de là. Excellente série Canal+, qui par contre colle beaucoup avec l'actualité, donc chaque saison correspond à l'actualité de l'année à laquelle elle a été produite, ce qui peut créer un petit décalage quand on la regarde maintenant et qu'on n'a plus le recul sur les événements qui sont vraiment très liés à l'actualité du moment. Mais elle reste tout à fait suivable, hein. C'est juste que elle parle de choses qui sont parfois plus d'actualité. Donc c'est vraiment la meilleure fiction d'espionnage et la plus réaliste à ce jour.
Vous avez aussi tout un tas de films sur la guerre froide que vous pouvez regarder, hein. Je vous ai mis rapidement. Vous avez Raison d'État, qui est un film qui montre de façon un peu romancée la création de la CIA pendant la guerre froide. Vous avez la série télé The American qui montre justement l'infiltration d'agents soviétiques aux États-Unis pendant la guerre froide. Vous avez aussi, cette fois sur des affaires d'espionnage dont j'ai parlé, Le Pont des espions, qui parle justement d'un échange d'espions entre un agent soviétique du NKVD infiltré et un pilote américain qui pilotait un des fameux U-2 pour espionner les soviétiques et qui a été abattu et donc capturé par les soviétiques. Vous avez Un espion ordinaire qui montre l'histoire de l'agent du GRU qui fournissait des informations au service secret britannique dont je vous ai parlé avant, et l'affaire Farwell qui part de l'espion Farwell, hein, donc l'agent du renseignement technologique russe qui fournissait des informations à la DST française. Et donc voilà, si vous voulez regarder ça pendant des vacances, vous pouvez aussi regarder différentes affaires ou différents éléments dont je vous ai parlé à travers ces fictions beaucoup plus réalistes que je vous ai mis au tableau.